Ouais. Bon, je vous propose de démarrer. Il est 14h35. Non, 13h35. Je suis désolée. Je vais juste enlever ça. Ouais. Alors, mes chers collègues, vous le savez, au printemps dernier, la délégation des droits des enfants a mené un cycle d'auditions autour de la petite enfance. Nous étions alors précurseurs en la matière, car certains que la question de la petite enfance, mais elle n'est pas la seule, méritait une attention particulière. Nous avons entre autres interrogé l'Association des maires de France, les professionnels de la petite enfance, mais nous avions également auditionné l'IGAS, qui venait alors de rendre son rapport sur les crèches. Il nous avait été présenté les conclusions de sa mission d'évaluation sur les processus et les mesures mises en œuvre afin de garantir la sécurité et la bientraitance des enfants accueillis en crèche, ainsi que ses principales recommandations. Ce rapport faisait le constat d'une qualité d'accueil particulièrement hétérogène, d'une intégration des connaissances sur le jeune enfant variable selon les établissements, d'une pénurie de professionnels de la petite enfance résultant de la perte d'attractivité de ces métiers et d'une formation insuffisante, ainsi qu'un manque d'information aux parents sur les risques de maltraitance et les voies de recours existant en cas de difficulté. Cet état des lieux a été suivi de la parution de 2 ouvrages critiques sur les crèches privées, d'ailleurs largement inspirés de ce rapport de l'IGAS. Nous disposions dès lors d'une littérature fournie et il m'importait que la délégation, qui a eu l'opportunité de traiter une partie du sujet, puisse poursuivre son travail. C'est pourquoi la délégation a souhaité approfondir cette question et a donc chargé mesdames Michèle Perron et Isabelle Santiago de conduire une mission flash sur les perspectives d'évolution de la prise en charge des enfants dans les crèches. Ce temps très bref devait permettre de prendre la mesure des modalités déjà mises en œuvre à la suite du rapport IGAS, fournir des pistes d'amélioration et proposer des axes de réflexion, le tout dans le timing des projets de finances afin de pouvoir être, si possible, dans les mesures très rapidement. Avant d'entendre nos rapporteurs, je tiens tout d'abord à saluer leur travail. Comme vous le verrez dans le rapport qu'elles ont remis, elles ont auditionné très largement sur un temps contraint et je les en remercie. Je tiens également à remercier notre administratrice qui les a accompagnées pour ce travail. Alors, je souhaite vous rappeler que sur le sujet de la petite enfance et plus spécifiquement sur la question des crèches, nous aurons également l'opportunité d'entendre la ministre la semaine prochaine qui viendra donc s'exprimer par rapport au rapport que vous allez nous présenter tout à l'heure. Alors, mesdames les rapporteurs, je vous laisse la parole et nous aurons l'opportunité, comme d'habitude, de vous interroger à l'issue sur votre rapport. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, chère Perrine, Madame la rapporteure, chère Isabelle, chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer et remercier très chaleureusement notre administratrice et les services de la délégation aux droits des enfants qui ont fait preuve d'une grande disponibilité et aide lors de cette mission flash dont les délais nous restreignaient. Mes chers collègues, avec Madame Santiago, nous sommes fiers de vous présenter ce rapport. Nous avons vraiment mené cette mission main dans la main, sans désaccord. Le rapport est donc à l'image de cette entente. Les constats et recommandations qui le composent sont donc communs à toutes les deux. Cette mission flash, comme son nom l'indique, s'est étalée sur un délai d'1 mois. Nous avons tout de même pu mener une vingtaine d'auditions. Nous remercions donc l'ensemble des personnes auditionnées et les personnes nous ayant fourni une contribution écrite qui ont répondu à nos demandes. Je tiens à signaler que l'ensemble des personnes que nous avons contactées ont accepté d'échanger avec nous en transparence et ont répondu à toutes nos questions. Un regret toutefois de la mission, et je suis sûre que ma collègue est d'accord avec moi, et que nous n'avons pas pu étudier le cas spécifique des Outre-mer. Enfin, je souhaite saluer les professionnels et tous les acteurs de terrain qui œuvrent chaque jour avec beaucoup d'abnégation dans l'accompagnement de nos enfants. Le rapport est composé de 54 recommandations. Nous ne reviendrons pas sur chacune d'entre elles, sinon cette présentation se prolongerait sur la durée. Mais Isabelle, Santiago et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, mais également pour prolonger l'échange avec ceux qui le souhaitent. Cette mission s'est attachée à dépasser la seule problématique des crèches, qui ne peuvent s'envisager seules, mais bien à travers une vision plus globale autour de l'enfant qui se doit être au cœur de nos
préoccupation. Isabelle Santiago reviendra plus en profondeur sur cet enjeu. Dans ma présentation, je m'attarderai plus précisément sur les professionnels et sur les contrôles des structures. Le rapport de l'IGAS, remis en avril dernier, pointait de nombreuses défaillances au sein de certaines structures ainsi qu'une pénurie inquiétante de professionnels. Nous nous sommes attachés, Isabelle et moi, à auditionner l'ensemble des acteurs issus du public, du privé lucratif et non lucratif, aussi bien des gestionnaires que des professionnels de terrain du secteur de la petite enfance, mais aussi des universitaires et administrations afin de rendre un éclairage général de la situation actuelle. Nos recommandations sont donc un reflet de ces auditions et les arbitrages que nous avons pris sont éclairés par l'ensemble de ces échanges. Je souhaite donc, avant d'entrer dans les détails, saluer l'ensemble des professionnels une nouvelle fois du secteur qui, face à l'ensemble des différentes sorties littéraires ou médiatiques, voient leur profession mise à mal, profession pourtant de premier recours, comme nous l'a bien prouvé la période de pandémie que nous avons vécue. Le constat principal est une pénurie actuelle très inquiétante, puisqu'il manque aujourd'hui environ 10 000 professionnels pour garantir le maintien et la qualité des places en crèche actuelles, et bien plus inquiétant encore, ces 20 000 professionnels qui partiront à la retraite d'ici 2027. Certains parlent même de crise de pénurie annoncée, puisque les objectifs d'ouverture de modes de garde ne coïncident pas de très loin avec l'ouverture de places de formation pour les différentes professions du secteur. À titre d'exemple, entre 2011 et 2021, il y a eu une augmentation de 31% du nombre d'ouvertures de places au sein des EAJE. Face à cela, le nombre de places de formation pour des éducateurs jeunes enfants ont augmenté de 7%. On remarque belle, eh bien, un décalage. Aussi, selon nous, il est nécessaire de mettre en place au plus vite un plan d'urgence pour la formation des professionnels du secteur de la petite enfance. Ce plan d'urgence doit également s'accompagner de la mise en place d'objectifs de formation par l'État, après concertation avec les régions, qui sont chefs de file pour la formation, et d'une grande campagne pour faire connaître ces métiers, qui sont de réelles vocations pour les jeunes, mais aussi pour des reconversions professionnelles. Le contenu des formations doit également être revu. Aujourd'hui, l'enseignement reste trop théorique et la place du stage, notamment, est minime pour l'obtention du diplôme. Néanmoins, si le stage ne se passe pas bien, il nous paraît inenvisageable que la personne puisse être diplômée et ensuite s'occuper de bébés et d'enfants. Le contenu de la formation théorique se doit d'être également modifié et actualisé, en faisant plus de place aux neurosciences, au soutien à la parentalité, à l'éveil culturel et à la prise en charge des enfants en situation de handicap. Plus urgent, nous portons comme recommandation la suppression des formations en ligne type CAP Petite Enfance par Internet dès la rentrée de 2024. Il nous est inconcevable et nous considérons même dangereux que des bébés ou des enfants soient laissés aux soins de personnes n'ayant jamais pratiqué auprès d'enfants pendant leur formation. Enfin, nous avons pris comme recommandation forte que nous souhaitons plus de personnes diplômées au sein des structures. Le décret dit Morano a diminué les exigences de qualification des professionnels. Nous sommes passés de 50 à 40% d'effectifs diplômés. Nous souhaitons, à minima, rehausser cette part à 60% des professionnels, puis l'interdiction progressive de tout recrutement de personnes non diplômées. La formation continue est également un levier essentiel. Cette formation continue doit avoir une place importante dans les carrières et ne plus être une variable. Formation annulée en raison d'une absence d'un collègue ou avoir lieu sur des temps non travaillés, le week-end notamment. Nous devons également associer à cette rénovation de la formation des professionnels une augmentation de l'attractivité de ces métiers de la petite enfance. Tout d'abord à travers une amélioration des conditions matérielles de travail qui passe principalement par la réduction des tailles des groupes en mettant en place un taux d'encadrement d'un professionnel pour 5 enfants lorsque les enfants marchent et d'un professionnel pour 3 enfants pour les bébés. Nous pensons également que le taux d'encadrement doit être calculé au niveau des groupes d'enfants et non au niveau de l'établissement. Nous pensons qu'il est également essentiel de reconnaître du temps de travail hors enfant. Le mode de financement actuel ne permet pas de reconnaître les temps hors enfant.
Il est nécessaire pour les professionnels d'avoir des temps d'échange, de formation, de concertation et d'échange de pratiques. Ces temps d'échange ne peuvent avoir lieu sur l'heure du déjeuner quand les enfants font la sieste, ni sur des temps de fermeture de la structure. Un des leviers principaux d'attractivité est également celui des salaires. Les gestionnaires publics et privés essaient de proposer des salaires supérieurs au SMIC. Néanmoins, l'inflation et les augmentations du SMIC rendent les augmentations difficiles. Une fois encore, le mode de financement actuel, PSU et plafond de 10 € par jour, non augmenté depuis 2013, ne permet pas de revalorisation significative. Dans le privé, cette question est renvoyée au dialogue social et notamment à l'ANI relatif au salaire. Nous serons attentives à ce que le sujet soit bel et bien abordé. En effet, les métiers de la petite enfance sont très peu représentés au niveau syndical. Ils sont pourtant des métiers de premier recours. Dans le public, l'État se doit de prévoir des revalorisations salariales et donc de montrer l'exemple. Tous les efforts que nous devons porter pour rendre ces lettres de noblesse à ces métiers doivent également s'associer à un meilleur accompagnement des professionnels. Dans mon rapport sur la PMI rendu en 2019, je préconisais alors la mise en place d'un référentiel national sur la partie bâtimentaire et souligner le gaspillage de temps de professionnels PMI pour la vérification des critères bâtimentaires des structures. Au sein de ce rapport, nous souhaitons la mise en place d'un référentiel sur la qualité des structures. Ce référentiel doit poser les bases de ce que l'on attend à minima des structures qui accueillent le public vulnérables que sont les jeunes enfants. Nous prônons même la mise en place d'un label qualité au niveau national et dont le respect est vérifié régulièrement. Nous devons repenser cette culture du contrôle. La PMI ne doit plus être vue comme la méchante qui vient pour fermer la structure, mais bel et bien comme un atout et un contact de premier choix pour accompagner les structures et répondre aux questionnements des professionnels. Il faut avant tout redonner aux PMI les moyens de leurs actions. Comme je le recommandais au sein de mon rapport de 2019, la PMI doit se recentrer sur son expertise et donc se concentrer sur la qualité et l'accompagnement des professionnels. Enfin, en 2019, je recommandais la mise en place d'expérimentations de transfert de tout ou partie de la compétence relative aux EAGE à la CAF. Ma recommandation portait principalement sur le transfert de la partie bâtimentaire à la CAF. Une expérimentation est actuellement en cours en Haute-Savoie, dont les résultats sont positifs. Les PMI et les CAF travaillent de concert. Les professionnels des structures et des PMI ont renoué un contact qualitatif. Nous proposons donc de généraliser cette expérimentation. Et je vais maintenant laisser la parole à ma collègue co-rapporteure Isabelle Santiago. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la rapporteure, cher Michel, ce fut évidemment un immense plaisir de mener cette mission flash, courte mais intense, et remercier bien évidemment Madame l'administratrice qui nous a accompagnés. Et je trouve que les préconisations que nous faisons relèvent évidemment de notre entente, puisque même sur les sujets sur lesquels nous avions aucune difficulté à porter ensemble des sujets de profonde réforme. Et c'est, je crois, très important dans une coprésidence de ce rapport d'avoir eu cette intelligence collective de porter le sujet avec ce brio, je dirais, qui était notre entente, mais aussi l'entente sur le fond, et qui me paraît essentiel dans le cadre de ce rapport d'évolution des prises en charge donc des enfants dans les crèches. Donc, à mon tour, de vous dire que sur ce sujet, je pense, et je l'ai dit à plusieurs échanges que j'ai pu avoir, y compris dans les auditions, il faut du courage politique pour changer réellement de paradigme en France. Et cela va se traduire par des changements en matière de politique publique de la petite enfance. Donc, agir tôt doit être notre boussole, comme dans de nombreux pays qui l'ont compris bien avant nous. Dans les modèles, bien sûr, il y a les pays nordiques, mais aussi plus récemment le Québec, qui, avec la présentation d'un mémoire au ministre des Finances, dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2023 et 2024, ont fait adopter une préconisation sur un ensemble de sujets tout à fait transversaux.
et qui relie à peu près l'ensemble de nos propositions aussi. On pousse tous dans les pays sur ce champ de la petite enfance, en pensant évidemment d'abord de se centrer sur les besoins fondamentaux des enfants. Investir sur la petite enfance, c'est aussi agir pour l'avenir. Donc nos préconisations se veulent être un tournant dans cette prise de conscience. Et comme je viens de vous l'indiquer, dans de nombreux pays, on a pu voir des nombreuses modifications qui sont en cours ou qui sont déjà à l'œuvre. Nous avons, nous, en France, eu depuis une vingtaine d'années, de nombreux sujets autour de ces questions, de nombreux décrets. Michel en a parlé, une déréglementation du secteur, donc l'IGAS avait pu aussi le pointer. Le rapport de l'IGAS, dernièrement, des études nombreuses de nos experts en France, y compris les recherches internationales qui font référence en la matière sur les neurosciences. Donc le développement aujourd'hui des connaissances en neurosciences a permis de mieux connaître les besoins pour l'enfant pour favoriser son déplacement et son développement. Les modes d'accueil de la petite enfance constituent le premier lieu de socialisation institué hors de la famille. Ils contribuent ainsi grandement à la santé des enfants et à leur développement. De ce fait, il est évidemment primordial de prendre en considération les apports des chercheurs pour comprendre les besoins des enfants. Le rapport donc, de Madame Martin-Blanchet en 2017 insistait déjà sur le besoin de tout enfant de disposer d'une base de sécurité affective suffisante pour s'épanouir, s'ouvrir au monde, acquérir des habiletés physiques, physiologiques, langagières, d'estime de soi et de relation aux autres. La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant reconnaît ainsi les besoins de sécurité de celui-ci comme un méta-besoin qui conditionne la satisfaction des besoins fondamentaux universels du petit enfant. Boris Cyrulnik, plus récemment, dans son rapport de septembre 2020 sur les 1000 premiers jours de l'enfant, soulignait que la croissance la plus importante du cerveau de l'enfant se déroule pendant la fin de la grossesse et les 2 premières années de sa vie. Le plus souvent, le parent crée un cercle vertueux autour de l'enfant ou au contact de l'adulte avec lequel il rentre en relation. Développe donc des compétences sociales indispensables à son développement cognitif, en ce qu'elles permettent l'exploration et les apprentissages. Son apport a également été de se saisir et de montrer au grand public qu'un enfant de moins de 1 an et un enfant de 3 ans n'ont pas les mêmes besoins, alors qu'auparavant, l'enfant était conçu comme un tout unitaire. Et l'ensemble de ces éléments sont importants sur, y compris l'évolution de ce qu'on va proposer en modification profonde. À cet effet, la satisfaction de ces besoins fondamentaux doit constituer la boussole de modalité de l'accueil des crèches. De la même manière, il nous indique qu'en raison du manque du respect des besoins fondamentaux de l'enfant, dans son plus jeune âge, 10% de la population générale serait affectée de troubles du neurodéveloppement. Il est donc nécessaire de faire évoluer les modalités d'accueil de jeunes enfants en crèche, à la fois sur les besoins fondamentaux, évidemment, mais aussi pour le repérage de différentes problématiques, comme les troubles autistiques, qui pourraient être décelés, comme ça se fait au Québec, par un dépistage précoce à partir de 18 mois, et qui est universel, qui concerne évidemment tous les enfants. Et il ressort évidemment que de l'ensemble de tous ces travaux, que les bébés ont des besoins effectifs et affectifs spécifiques, qu'ils doivent tisser des relations de confiance, et sinon ça impacte lourdement la construction psychique et peut les mettre en danger. À ce titre, le principe de référence, et c'est là que c'est important parce que ça fait le lien avec ce que disait Michel sur les formations, le principe de référence est particulièrement important pour les crèches, donc stabilité des équipes aussi au sein des structures qui les accueillent. L'enfant a besoin qu'un adulte identifié prenne soin de lui par des expériences répétées du quotidien qui lui permettent de prendre confiance en lui et vis-à-vis du monde extérieur. Nous le savons, la petite enfance donc, a besoin de cette référence de l'adulte pour construire ce cercle de sécurité. Une partie des crèches, malheureusement, le néglige parce que c'est le sujet du personnel de manière globale, et c'est pour ça que nous proposons des profondes réformes en formation initiale et continue, et pour stabilité, redonner du sens, y compris au travail qu'ils ont, et donc évidemment souhaiter une dynamique autour de ces emplois.
parce que le changement fréquent de personnel ou d'espace ne sont pas du tout compatibles avec tout ce que nous savons aujourd'hui sur les neurosciences des enfants dans leur développement. Donc ils ont besoin de repères, et nous, on a besoin que ces enfants aient une figure d'attachement qui permet, sur le temps long, de pouvoir être pris en charge dans de meilleures conditions. Les modes d'accueil donc doivent répondre avant tout aux besoins incompressibles du tout petit et non uniquement aux besoins des parents accueillis comme un client pour certaines crèches lucratives dont l'enfant évidemment est toujours accompagné du mieux possible. Ils nous disent tous ça. Mais on sait aussi que c'est beaucoup plus complexe et que les neurosciences aujourd'hui doivent être au cœur de cette politique publique. Nous savons donc que la plupart des pays nordiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont compris que la petite enfance est capitale et sera la société de demain. Ces pays ont mené des réflexions profondes bien avant nous sur ce sujet. Ils ont eu le courage politique, y compris de modifier et d'organiser toute leur société autour des besoins fondamentaux de l'être humain quand il est le plus petit et donc le plus vulnérable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Québec se lance aussi sur ces grandes réformes. Le bénéfice, il est immense pour l'enfant, qui va se développer dans un socle de sécurité et de confiance. Et nous invitons évidemment la France à faire la même chose, et donc à ce que ça puisse s'irriguer dans l'ensemble de nos propositions, qui évidemment vont s'irriguer dans nos territoires. Cela pose évidemment la question de l'organisation des temps, celui de la famille, de la parentalité, de la vie professionnelle, le temps des villes, comme c'est le cas dans des villes labellisées Ville Amie des enfants par l'AMF et l'UNICEF, qui sont aussi des bonnes pratiques pour un ensemble de sujets autour de l'enfance. Donc la réponse des pays nordiques a reposé globalement sur le partage de la responsabilité d'élever le petit enfant entre les deux parents avec un congé parental long et bien rémunéré, durant lequel les lieux d'accueil parents-enfants sont souvent pour qu'ils puissent, s'ils le désirent, ne pas rester isolés, être soutenus, accompagnés dans sa parentalité. Un devoir d'égalité et d'accompagnement de l'enfant dans sa singularité, celle de sa famille, qui, à n'en pas douter, nous le savons, elle est toujours singulière, elle est toujours propre à son histoire et à la composition familiale. C'est à cet ensemble de conditions que nous devons répondre, et nos préconisations vont dans ce sens, y compris sur l'allongement du congé parental à 1 an, bien rémunéré, sur un modèle que l'on propose de type celui qui vient d'être fait en Allemagne, autour de 67-70% du dernier revenu au niveau avant le congé. On demande un congé de maternité qui, lui, irait plus loin. Aujourd'hui, de 10 semaines, il irait à 12 semaines. Donc, on est vraiment sur une politique globale où on voit et on souhaite que l'ensemble des enfants puissent être accompagnés, que la parentalité prenne toute sa place. Et les crèches, en fait, elles ne peuvent s'engager seules sur l'ensemble de ces sujets. Donc, on souhaite une politique globale de la petite enfance. Et dans les préconisations que je vais vous lire, bien évidemment, c'est les pratiques aussi individuelles sur un ensemble collectif sur lequel nous souhaitons avoir des réponses évidemment importantes. Un vrai changement de paradigme, en fait, on veut vraiment que la souffrance de certains enfants, qui a été vue dans les rapports de l'IGAS, qui a été documentée par des documentaires, mais aussi des livres, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là et qui ont pu en faire écho dans notre société, qu'en fait, cette page se tourne et qu'on se tourne vers la priorité, les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc ce rapport, comme je vous l'ai dit, vous propose des préconisations. On souhaite que ces préconisations ne soient pas en fait juste une liste de recommandations, mais qu'elles irriguent nos politiques publiques. Pour cela, je pense qu'avec Michel, nous connaissant, on ne va rien lâcher. On est plutôt, en général, assez enthousiaste pour poursuivre le champ des échanges. Et vous dire que dans les choses les plus globales que l'on souhaite, bien évidemment, il y a des recommandations qui nécessite de positionner aujourd'hui très clairement la petite enfance au sommet des priorités en politique publique pour agir tôt et préparer l'avenir. Ça se traduit par plusieurs éléments, comme on vous l'a dit, le congé de maternité soit reporté, et en tout cas de 2 semaines supplémentaires, avec 12 semaines en postnatal. On soutient la nécessité de mettre en place un congé parental
d'1 an à prendre entre parents et rémunéré à 67% du salaire intérieur du bonus et des points de retraite, inspiré du modèle allemand qui s'est fait et qui s'est mis en place. Dans ce modèle-là, de 12 mois et possibilité d'aller jusqu'à 24 mois, ça c'est pour l'exemple allemand, avec une rémunération moindre. En tout cas, nous souhaitons que ce sujet soit abordé et que le travail puisse se faire, y compris les négociations, pour commencer à regarder les choses de très très près. On souhaite particulièrement qu'il y ait une réforme sur le fond au niveau des financements, puisque du coup, entre la PSU, la PAGE et un ensemble de sujets que nous avons pu auditionner, aussi traiter, moi-même ayant été adjointe au maire petite enfance pendant de très 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 longues années, avant d'être vice-présidente de la protection de l'enfance, je connais ce que ça a pu donner dans le cadre de ces financements qui posent d'énormes soucis et qui créent des immenses inégalités entre les familles. Donc je crois que là, nous proposons une piste de réflexion pour changer bien évidemment le mode de financement, tout en accompagnant les collectivités et les crèches associatives et privées. Mais il faut qu'on soit en capacité de proposer quelque chose de nouveau. Et je crois que la première des choses, et ça me paraît évident, c'est que ce système a amené un peu d'ailleurs dans le rapport dont vous prendrez connaissance dans sa lecture, à un moment donné, c'est évalué un peu comme une T2A dans les hôpitaux. Et en fait, il faut vraiment que tout ça change pour que ce soit plus adapté en fait aux familles et non pas avec un système à l'heure qui pose des problématiques nombreuses. Donc du coup, nous, on propose plutôt des possibilités sur des demi-journées quand les familles doivent pouvoir s'absenter ou discuter autour des problèmes de financement. On recommande y compris plusieurs choses qui sont à l'échelle locale, dans les territoires, que l'on puisse, et l'État devra évidemment accompagner tous les dispositifs, c'est que nous ayons des RAM, des relais assistantes maternelles qui permettent aussi aux gardes partagées, donc à des assistantes maternelles non agréées, de venir avec les enfants. On a parlé donc de la formation. Le congé, donc je vous en ai parlé. Nous parlons bien évidemment aussi sur la base d'un référentiel avec la capacité d'avoir un label qualité qui serait évidemment dans un référentiel national et qui permettrait d'avoir quelque chose qui soit plus dans la qualité et le contrôle, bien évidemment. Michel en a parlé tout à l'heure. Nous recommandons que les structures qui sont dans l'ensemble de nos territoires, quelles qu'elles soient, à l'échelle d'une commune, bénéficient d'un conseil de crèche. Ça existe déjà dans de nombreuses crèches municipales, départementales ou autres. Il y a des exemples de bonnes pratiques. Ces conseils de crèche doivent exister dorénavant, on le souhaite, partout. Et donc dans chaque structure, pour être en lien avec la vie professionnelle des professionnels, les parents et aussi la structure à l'échelle du territoire qui en général dispose avec ce fonctionnement de crèche avant que les parents deviennent un jour délégués de parents d'élèves en maternelle ou en premier degré, comme on dit, et bien qu'il y ait déjà cette capacité de l'échange, du dialogue, avec l'intérêt toujours de l'enfant de porter des projets ensemble. Nous avons, parmi les projets, nous avons aussi demandé, ce que j'ai évoqué tout à l'heure un peu, le diagnostic précoce et le repérage sur un ensemble de sujets, donc que ce soit le diagnostic précoce sur les enfants autour de 18 mois, entre 15 et 18 mois pour les troubles autistiques. Nous souhaitons évidemment le repérage des familles les plus fragiles pour pouvoir les accompagner dans leur parentalité s'il y a des problématiques. Idem sur la possibilité, bien sûr, dans le repérage de l'enfance en danger. Et ça, nous devons, pour cela, avoir des personnels extrêmement bien formés pour pouvoir travailler cette question de manière importante. Et nous avons aussi fait plusieurs préconisations qui sont sur les taux d'encadrement, donc que Michel a pu vous évoquer, et redonner du sens au métier, ça c'est bien évidemment le cœur de l'action. Le label qualité, on en a parlé, mais on souhaite aussi que les entreprises se lancent dans une réflexion. Certaines le font, mais on aimerait discuter vraiment pour avoir un label parentalité à l'intérieur, en tout cas
quelques labels ou autre chose, parce que ça peut s'appeler de différentes manières, mais on souhaite vraiment que la parentalité d'un parent, d'un jeune enfant, soit dans l'entreprise quelque chose qui soit aussi porté de manière forte. Je pense que dans le cadre des travaux avec les organisations syndicales, le RSE, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles, pour certaines qui existent, comme parfois d'ailleurs dans des conventions collectives, il y a des mois supplémentaires, un mois supplémentaire pour certains congés. Donc dans cette disparité des dispositifs, nous on souhaite vraiment que les entreprises s'engagent sur ces questions et qu'elles accompagnent les jeunes parents. Ça permet aussi de fidéliser bien sûr les gens qui travaillent dans l'entreprise auprès de vous. Donc je pense que l'ensemble des dispositifs proposés répondent à cette attente. Ils irriguent un nombre de sujets importants parce que nous avons voulu l'inscrire dans un plan global de la petite enfance. Nous souhaitons redonner aussi une vision un peu nationale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, mais elles ne donnent pas de vision globale de la politique publique de la petite enfance en France. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir cette référence nationale avec un portage, y compris nous avons été assez loin dans nos préconisations, mais nous avons aussi dit qu'il y avait plusieurs ministères qui portent la question de l'enfance et qu'au fond, c'est pas que ça trouble, parce que chacun a sa marque dans son engagement et que tout le monde n'est pas sur la même politique publique, mais en fait en la décloisonnant à chaque fois, on la rend moins lisible. Et nous on a besoin de lisibilité parce que les concitoyens attendent de nous tous des avancées en matière de petite enfance. Je le redis, les besoins fondamentaux montrent à tous l'obligation absolue que nous avons d'accompagner le mieux possible les familles dans la parentalité et en particulier de prendre soin des enfants qui sont confiés. Et donc, dans les modèles qui sont aujourd'hui en pratique, nous avons besoin d'avoir dans les recommandations, à travers ces un peu plus de 50 recommandations, il y a vraiment possibilité, je crois, d'engager un plan global et une vision globale, de la partager, y compris avec les ministères, pour que ça avance vite et que ça puisse avancer, y compris très vite dans nos territoires. Mais l'engagement qui est le nôtre, c'est de suivre nos recommandations et de voir comment tout ça va avancer. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Je vais vous proposer un premier tour de table. J'ai madame Sophie Errante qui m'a indiqué vouloir prendre la parole. Oui, merci madame la présidente, mesdames les rapporteurs. Merci beaucoup pour ce rapport, cette mission flash tant attendue, puisqu'elle est... On en entend beaucoup parler, on fait beaucoup de visites, vous le savez, comme vous, dans nos territoires. Plusieurs sujets, vous les avez évoqués, j'aurais peut-être aimé avoir plutôt plus de détails sur l'équité et l'égalité des chances dans nos territoires, puisqu'en fait, c'est aussi ça qui nous occupe et nous préoccupe. Certains territoires s'en sortent mieux que d'autres, certains ont plus d'innovation que d'autres, certains ont plus de moyens aussi que d'autres. Et là, il y a vraiment cette question des moyens que nous mettons dans tous les territoires. Vous l'avez évoqué, vous n'avez pas pu, et évidemment, puisque le temps vous a été compté, aller jusqu'au territoire d'outre-mer. Donc ça, c'est vrai que c'est sur tous les territoires, il y a un vrai travail immense. Moi, je partage votre ambition et votre envie d'avoir vraiment une vision globale qui remette tout à plat, en fait, puisqu'en fait, il nous manque quand même cette base de savoir ce que nous voulons vraiment pour notre accueil de la petite enfance. Moi, j'avais une question sur l'uniformisation des critères sur les lieux d'accueil. Moi, j'entends beaucoup aujourd'hui de questionnements par les différentes structures sur les contrôles effectués par la PMI avant ouverture, vous l'avez dit, sur le bâtimentaire, avec des contradictions, avec des incohérences, c'est-à-dire il y a des choses qui sont interdites à un endroit, autorisées à d'autres. On ne comprend pas bien, en fait, comment sont élaborés les critères de ce que nous attendons dans l'accueil. Là, je parle vraiment sur les espaces, les mètres carrés, mais les personnels aussi, en fait. Tout est quand même assez peu uniformisé, donc il y a un tiraillement, un ressentiment quand même des équipes qui ne comprennent pas pourquoi il y a plusieurs préconisations de données. Vous l'avez dit aussi sur la manière dont on contrôle les établissements avec plus de dialogue et vraiment une autre manière de se considérer, de se parler dans ce domaine-là, où ça ne ressemble pas à un contrôle, je dirais, de police ou de gendarmerie. C'est pas ce sujet-là qui nous préoccupe et franchement, là, ça doit vraiment se transformer. Donc, un grand merci. Peut-être des précisions là-dessus. Et puis, vous avez évoqué le benchmark, c'est-à-dire comment font les autres.
on est moins bon que les autres, mais on est peut-être meilleur aussi dans certains domaines. Vous avez évoqué aussi les innovations, les choses qui se font bien, c'est-à-dire les territoires qui ont des choses à nous dire. Et je pense que ça pourrait faire partie aussi, vous l'avez évoqué sur la Haute-Savoie, peut-être y a-t-il d'autres territoires où il se passe des choses bien, et ce serait bien aussi peut-être qu'on en parle. Merci beaucoup en tout cas pour votre travail. Pardon. Merci. Madame Ranck, vous voulez la parole? Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord, merci effectivement pour ce travail qui reflète tout à fait les revendications et les recommandations qui ont été portées pendant des années par les professionnels de la petite enfance, également mis en évidence par le récent rapport de l'IGAS. La question qui se pose à la lecture de votre rapport, c'est maintenant qu'en est-il et qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour effectivement refonder complètement ces modes d'accueil. Comment on peut rendre cela effectif? Est-ce qu'il y a une rencontre avec Madame Aurore Berger est-elle prévue? Parce que je pense par exemple aux recommandations en matière de contrôle qui paraissent tout à fait justes, mais en réalité aujourd'hui nous n'avons toujours pas l'arrêté qui prévoit une obligation de contrôle annuel pour l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant et qui est attendu depuis 2007. Par ailleurs, je m'interroge sur le nouveau rôle d'évaluation qualitative des structures pour la PMI et donc l'externalisation des contrôles des bâtiments. Quelles seraient vos recommandations pour renforcer cette nouvelle évaluation et donc la communication entre la structure et la PMI? Vous avez soulevé également le rôle à jouer de la CAF, actuellement expérimenté en Haute-Savoie. Donc ce sera un modèle que vous souhaiteriez porter dans l'ensemble de nos structures et nos départements. Et enfin, vous avez en préambule évoqué votre volonté de réduire progressivement l'emploi des professionnels non diplômés et non qualifiés. Est-ce qu'en soi, on doit comprendre que vous êtes favorable à l'abrogation de l'arrêté du 22 juillet 2022 ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste dans mon intervention en préambule, j'ai indiqué que Madame Berger viendrait la semaine prochaine, mardi prochain à 17h, normalement, enfin juste après les QAG, pour justement nous répondre sur ce sujet-là. Donc c'est une première réponse. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Martinet. Merci Madame la Présidente. Mesdames les rapporteurs, merci pour ce travail conséquent en un temps limité. Écoutez, mon intervention consistera à souligner un certain nombre, et d'ailleurs ils sont nombreux, points d'accord, que ce soit sur le constat ou les recommandations en matière de petite enfance. J'insisterai aussi sur un point de désaccord, précis mais ferme, sur le crédit d'impôt famille. Et j'évoquerai à la fin ce qui me semble un manque, une absence, le sujet de la marchandisation de la petite enfance, des acteurs privés lucratifs, des dérives spécifiques à ce secteur qui sont vraiment à peine survolées dans ce rapport. Donc vous nous direz si c'est volontaire ou non. Après tout, en quelques semaines, on ne peut pas aborder tous les sujets. Mais comme vous le savez, moi je suis l'auteur d'une demande de commission d'enquête parlementaire sur ce sujet du business des crèches privées lucratives. Cette commission d'enquête parlementaire, elle sera lors du jour de l'Assemblée nationale la semaine du 27 novembre. Et j'espère qu'ici, on sera nombreux à être présents, à voter favorablement pour lancer cette commission d'enquête et surtout qu'on profitera de la commission d'enquête, de ses moyens d'investigation dans les mois à venir pour travailler tous ensemble et aller au bout de ce sujet des dérives du secteur privé lucratif parce qu'encore une fois, je crois que pour nos enfants, c'est important que ce sujet soit investigué sérieusement par la représentation nationale. Bon, concernant, je reviens à mon premier point qui est les points d'accord. Je pense qu'avec ce rapport, vous arrivez à soulever une chose très importante. Si le secteur de la petite enfance est dans une crise aussi importante, c'est parce qu'en fait, il y a une contradiction entre, d'un côté, une prise de conscience, notamment grâce aux travaux scientifiques, de l'importance, de la complexité des besoins des jeunes enfants, qui ne sont pas seulement des questions alimentaires, sanitaires, mais qui sont bien plus larges que ça, qui sont affectives, qui relèvent du développement cognitif. Donc il y a dans la société une prise de conscience très importante des besoins des jeunes enfants, mais en même temps, le secteur de la petite enfance qui est censé répondre à ces besoins, il est dans un moment d'effondrement, où il a rarement été aussi affaibli et rarement aussi peu en capacité de répondre à ses besoins. Donc c'est cette tension qui fait que le secteur est en crise et que, tant mieux, les politiques s'en mêlent, les médias s'en mêlent, les parents sont préoccupés par ces questions. Vous dressez des pistes de recommandations qui me paraissent pertinentes. Évidemment, je n'aurai pas le temps de toutes les aborder. Je reviens sur une. Vous dites
il faut arrêter avec la logique de déréglementation du secteur. Mais vous avez 1000 fois raison. Oui, parce que cette logique de déréglementation, elle a été pensée comme une réponse à la crise. On n'arrive pas à recruter, alors on déréglemente, alors qu'en fait, elle a été à la source de la crise qu'elle l'a aggravée. Donc effectivement, cette déréglementation a commencé au moins en 2010 avec la ministre Morano. Bon, ça, Madame Santiago, vous connaissez ce sujet mieux que moi, mais je me permets de dire que la déréglementation, elle a continué jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à l'été dernier, avec un décret qui a été pris par le gouvernement et qui, entre autres choses, permet le recrutement de personnel non qualifié au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait un rapport qui nous dise bon, maintenant on arrête avec cette logique de déréglementation, mais qu'au contraire, il faut renforcer les normes, renforcer les exigences en termes de qualification, en termes d'encadrement, etc. Sur ce sujet de comment on renforce la réglementation, je ne peux pas m'empêcher de souligner un point important, la question de la suroccupation des établissements à 115%. Parce que je dois avouer une faiblesse. J'ai essayé pendant le projet de loi plein emploi, en déposant un amendement pour interdire la suroccupation à 115%, j'ai essayé de convaincre. Je n'ai pas réussi à convaincre la majorité qui a rejeté mon amendement. Du coup, j'espère que ce rapport, les arguments que vous avez mis seront plus efficaces et que la prochaine fois qu'à l'Assemblée nationale, on aura à discuter d'un amendement qui dit des choses simples, juste pas plus de 100% des enfants dans les crèches, que ce soit adopté largement. En tout cas, j'espère qu'on arrivera de ce point de vue à faire bouger les lignes. Toujours sur les points d'accord, je vais très vite dessus. Vous insistez évidemment sur la formation, sur le recrutement des professionnels, sur leur carrière. On ne le dira jamais assez, on ne peut pas construire de service public de la petite enfance si on n'a pas des professionnels de la petite enfance. Parmi tous les sujets que vous avez abordés, alors j'ai l'impression qu'à l'oral, vous y avez plus insisté qu'à l'écrit dans le rapport. Il y a la question des rémunérations, il y a la question des salaires. Il faut payer plus et mieux les professionnels de la petite enfance. Voilà, dans un secteur où elles sont pour la plupart payées au SMIC, ou même quand elles ont un bac plus 3 ou un bac plus 4, elles sont quelques dizaines d'euros au-dessus du SMIC quand elles sont recrutées, on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas un choc d'attractivité, une augmentation des salaires. Mais tant mieux si on est d'accord sur ce point et si là aussi on pourra le défendre ensemble. Je viens du coup au point de désaccord, parce qu'il y en a un, sur le crédit d'impôt famille. Vous proposez dans le rapport de mieux communiquer, de le développer, de l'étendre. Ce crédit d'impôt famille, moi j'y suis particulièrement opposé, c'est une niche fiscale. C'est une niche fiscale qui a été le moteur cette dernière décennie du développement du secteur privé lucratif. Parce qu'avec ce crédit d'impôt famille, ce n'est pas seulement 50% des dépenses d'une entreprise qui sont remboursées en crédit d'impôt, il faut rajouter 25% de frais qui sont déductibles. Donc ça veut dire qu'en fait, quand une entreprise, et généralement c'est des grandes entreprises, achète un berceau dans une crèche privée lucrative, il y a les 75% qui sont payés par l'État. C'est pour ça que je parle de niche fiscale. Et ça a un effet inflationniste parce qu'on voit que, comme par hasard, ces berceaux dans le privé lucratif qui sont payés grâce au crédit d'impôt famille, c'est aussi ceux qui coûtent le plus cher. Parce que fort logiquement, l'entreprise, elle en paye que 25%, donc elle n'est pas très préoccupée de quel est le prix au berceau. Et ça fait des prix qui sont extrêmement élevés, qui sont de l'ordre de 14 000, 15 000, 16 000 euros au berceau, qui est un prix qui est très élevé. Donc je pense qu'au contraire, on a un problème sur le sujet du crédit d'impôt famille, que c'est des moyens qui devraient être réorientés. Il ne s'agit pas évidemment de réduire les moyens pour le secteur de la petite enfance, mais c'est des moyens qui devraient être réorientés vers des acteurs publics ou associatifs, et qu'en tout cas, il faut trouver un moyen, si ce n'est de faire disparaître, en tout cas de raboter cette niche fiscale. Et donc, je finis sur le dernier point. Je disais, le crédit d'impôt famille en fait un peu la transition. La question du secteur privé lucratif, bon, il ne s'agit pas là pour moi de donner tous les arguments pour ma commission d'enquête, mais j'aimerais quand même que tout le monde prenne conscience du grave problème qui s'est constitué ces dernières années, donc non seulement par le développement du secteur privé lucratif, mais aussi et surtout par la concentration de ce secteur dans quelques entreprises de crèches. Vous savez que c'est 4 entreprises qui détiennent les 2/3 des places de crèche dans le privé lucratif, et ces entreprises, elles sont toutes liées directement ou indirectement à des fonds d'investissement qui ont considéré que le secteur de la petite enfance, c'était un lieu d'investissement et de rentabilité qui était particulièrement profitable. Quand on décrit tout ça, excusez-moi, mais le parallèle avec ce qui s'est passé dans les EHPAD privés Orpea et Corian saute aux yeux. Voilà. On a un sujet sur un secteur, que ce soit les personnes âgées ou la petite enfance, qui ne devrait pas être exposé à la recherche de profit, à la recherche de rentabilité, parce que sinon, ça crée de graves problèmes. Parce qu'on ne peut pas à la fois additionner la vulnérabilité des publics comme les jeunes enfants avec la recherche de profit. Les deux, ça fait un cocktail explosif.
des publics vulnérables et de la recherche de profit, ça fait des dérives. Et malheureusement, c'est ce qu'on rencontre dans le privé lucratif. Donc encore une fois, j'espère qu'on pourra se retrouver pour voter favorablement au lancement de cette commission d'enquête et qu'on pourra travailler ensemble à empêcher ces dérives. Il en va de l'intérêt des jeunes enfants, j'en suis convaincu. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Avant de vous poser quelques questions, déjà, chacun fera en son âme et conscience pour la commission d'enquête. Pour ma part, le sujet privé lucratif est en partie traité déjà dans ce rapport. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire depuis hier, et je comprends que vous n'avez pas eu le temps parce qu'on l'a eu tard, et je m'en excuse. Mais en tous les cas, il y a quand même une partie qui est traitée. Vous faites le comparatif avec les EHPAD et ce qui avait été dit. La grande différence entre le moment où le scandale des EHPAD est sorti et ici, c'est que les livres sur les crèches, quand ils sont sortis, le rapport IGAS était déjà sorti depuis plus de 6 mois. Donc, on avait déjà les données, ce qui n'est quand même pas la même chose. Donc, aujourd'hui, refaire une commission d'enquête pour aller sur la même chose que ce que nos collègues sont en train de faire, c'est un choix. Elles l'ont fait. L'IGAS l'a fait. Ça nous fera perdre encore, je pense, du temps. Je pense qu'on ferait mieux d'être tous ensemble pour essayer de pousser un nombre de préconisations qui sont dedans sur lesquelles on se retrouve. Et effectivement, je pense qu'on a un certain nombre de préconisations sur lesquelles on se retrouve et qu'il faudrait pousser. Et je pense qu'il vaudrait mieux peut-être trouver ce qu'il y a besoin de bouger au niveau législatif et essayer de le pousser plutôt que d'aller vers une énième commission d'enquête qui va revenir sur ce qu'on sait déjà entre l'IGAS, ce qu'on vient de faire là, et qui aura peut-être juste pour but de faire un acte politique et de la vidéo. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a urgence à aller plus vite, et je trouve que ce qu'il y a dans ce rapport est plutôt intéressant. Donc, engageons-nous plutôt à aller plus rapidement sur une évolution du secteur. Moi, je suis prête à ce qu'on regarde effectivement peut-être un texte porté par la délégation, s'il y a des modifications législatives à avoir avec vous sur la base de ce rapport. Moi, j'avais quelques questions, mesdames. Voilà. J'ai pas bien compris sur les MAM, les maisons d'assistantes maternelles. J'ai pas bien compris parce que dans le rapport, vous parlez d'un lieu de rencontre de professionnels. Parce que moi... Ah, c'est une coquille, parce que... Ah, c'est le RAM, parce que pour moi, les MAM... parce que pour moi, les maisons d'assistantes maternelles, c'est plusieurs assistantes maternelles qui se mettent ensemble. Donc, OK, on est d'accord là-dessus. Très bien. Sur la micro-crèche, vous en avez parlé. Donc là, on est complètement dans la partie privée, les micro-crèches. On sait qu'effectivement, c'est ce qui a été notamment beaucoup développé dans les petites collectivités pour avoir un système de garde à proposer. Donc, comment on pourrait faire pour essayer d'aller là-dessus? Et vous parlez du problème de ne pas avoir de diplôme d'État pour être référent, mais je n'ai pas vu de préconisation le demandant. Donc, est-ce que vous avez prévu de le mettre? Et en tout cas, la dernière question que j'avais, c'était sur le label qualité. Par qui verriez-vous sa délivrance? Voilà, je vous remercie. Je vais commencer par répondre à ma collègue Sophie Errant, ensuite Madame Ranck, qui ont posé à peu près les mêmes questions. Sophie Errant, sur l'égalité des territoires et sur l'uniformisation, le référentiel, il existe déjà un référentiel. Je crois que tu étais sur le départ. Il existe déjà un référentiel qui existe, mais voilà, il faut faire une mission d'évaluation. Forcément, on n'a eu qu'un mois. Ça, c'est donc sur cette partie-là, mais de toute façon, nous, ce que nous voulons in fine, suite à ce rapport, à cette mission, c'est l'égalité, l'équité, l'égalité sur tous les territoires. J'ai l'impression de me répéter suite à mon rapport sur la PMI, parce que effectivement, c'est le sujet, l'égalité et l'équité. Ensuite, concernant les contrôles PMI, ils existent, j'allais dire, depuis toujours, mais suite à mon rapport sur la PMI, vous avez pu constater, si vous avez lu ne serait-ce que la synthèse, qu'effectivement, pourquoi un contrôle qui doit avoir lieu annuellement n'est pas effectué.
évidemment, il manque de ressources humaines parce que la PMI est appelée à d'autres tâches, le aller vers, le bilan de santé en école maternelle. Enfin, ça, c'est leur cœur de métier. Et le contrôle, évaluation. Alors, je suis d'accord avec ce mot de contrôle. Hormis le contrôle et le réagrément tous les 5 ans pour les assistantes maternelles et tous les 3 ans, c'est ça pour... j'ai un trou de mémoire. Pour les lieux d'accueil collectifs, c'est tous les 3 ans ou tous les 5 ans aussi? C'est les 3 ans, hein, voilà. Des fois, j'intervertis tous les 3 ans pour... ils n'ont lieu principalement que tous les 3 ans ou tous les 5 ans pour les assistantes maternelles, parce que ça aussi, c'est un lieu d'accueil. C'est pas une crèche, mais c'est un lieu d'accueil. C'est pas le même, mais c'est le prix pris en compte par nos familles. Eh bien, la solution vient de faire, donc, soit embaucher, encore embaucher. C'est pour ça qu'il faut mettre, évidemment, ce que j'ai dit au retour du rapport PMI, beaucoup plus de fonds dans la PMI pour que on puisse avoir ces visites, hein, je ne veux pas appeler contrôle, tous les ans, parce que c'est écrit dans la loi. C'est écrit dans la loi, enfin tous les ans pour les assistantes maternelles, mais également tous les ans aussi pour les lieux d'accueil collectif. Il faut absolument qu'on enlève des missions qui leur ont été données, donc je parle aux professionnels de la PMI, durant ces 20 dernières années. Hein, c'est allé, et on n'a pas mis plus de moyens malheureusement. C'est pour ça que nous en sommes venus à une PMI pratiquement exsangue au moment de mon rapport, et qui va peut-être un peu mieux sur certains territoires, parce qu'évidemment, comme on parle souvent de ce qui est bien fait dans certains territoires, on voudrait l'étendre sur le plan national. Mais voilà, il faut pousser sans arrêt, dire ben voilà, dans ce département, il se passe des choses merveilleuses au profit de nos enfants, petits ou grands. Il faudrait y aller et puis faire évidemment ces bonnes pratiques, qu'elles soient sur tout le pays, tout le territoire. Mais malheureusement, il faut du temps au temps, et vous savez comme moi que pour faire avancer les choses, des fois il faut pousser, et avec Isabelle, de toute façon, on va pousser, hein, de toute façon. Ça, c'est le mot d'ordre dès le début. Ensuite, les bonnes pratiques de coopération entre la PMI et la CAF en ce moment même, donc c'était sur le territoire de Haute-Savoie, il y a d'autres territoires, il y a d'autres départements, ça se passe très bien, et nous le demandons. Je ne sais pas si vous étiez là, quand est-ce que vous êtes arrivée, Madame Ranck, mais nous le demandons, nous le préconisons, nous demandons à ce que ça soit étendu sur tout le territoire national. Tout le territoire, ça enlèvera de la charge de travail aux infirmières puéricultrices, puisqu'en fait, c'est elles qui font le travail au sein de la PMI, et ça leur laissera plus de temps pour être au cœur vraiment de leur métier, auprès des enfants, et en apport aux professionnels qui œuvrent dans les crèches, dans les lieux d'accueil. Ensuite, je vais vous parler du CIFAM. Vous ne voulez pas m'écouter sur le CIFAM, chers collègues? Après, tout le reste, c'est ma collègue qui va vous... Alors, le CIFAM, évidemment que nous associons cette extension à beaucoup plus de transparence. Dans le rapport, vous le verrez. Vous n'avez pas eu le temps de le lire, je le sais. Complètement. Voilà. Et même également l'utilisation des fonds publics pour l'ouverture des structures privées, donc beaucoup plus de transparence. Et nous comptons vraiment œuvrer pour que cela se fasse et cela soit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur le CIFAM. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue. Beaucoup de questions. Globalement, je réponds comme ça. Si des fois j'ai oublié une réponse, n'hésitez pas à quelque chose que je n'aurais pas abordé.
En fait, vous avez dit tout à l'heure, chers collègues, équité, égalité. En fait, je crois que dans ce rapport, on montre que si on a une vision globale et un portage national global de la petite enfance, dans ce changement de paradigme, en fait, ça permet d'amener tout le monde, y compris bien sûr les collectivités, qui sont des acteurs très importants et qui font beaucoup pour la petite enfance dans leur commune, d'étayer avec les bonnes pratiques et de lutter contre les inégalités par les bonnes pratiques, puisque du coup nos territoires sont évidemment complètement différents entre le territoire urbain, périurbain, rural. Les questions ne sont pas les mêmes, mais nous l'avons vu dans les auditions. Michel avait pu le voir aussi dans son autre rapport sur la PMI. Il y a plein, y compris en milieu rural, de très bonnes pratiques qui se font avec des bus, enfin de petites choses assez bien pensées autour de la petite enfance. Et c'est ces modèles-là, en fait, et c'est parce qu'on manque de vision globale que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui, à part dans le cadre d'auditions et donc d'avoir, ou d'élus qui sont sur le terrain dans leur territoire et qui connaissent ces bons exemples et ces bonnes pratiques. On a besoin, en fait, que ce soit plus coordonné, mieux diffusé au territoire qui, lui, cherche un moyen de mettre en place quelque chose dont il n'a pas totalement la mesure. Donc, en tout cas, en partie sur l'égalité et l'équité, je crois que la diffusion massive des bonnes pratiques à l'échelle de quelque chose qui est non pas centralisé, mais qui est une politique globale de l'enfance, donne cette capacité à irriguer avec tous les services qui correspondent à une politique de la petite enfance, de pouvoir, dans les territoires, être en capacité d'avoir le travail qui est fait avec, en général, je vous ai dit, les collectivités et en particulier les maires quand ils sont sur cette politique publique qui est menée de manière assez forte. Sur les conseils, je voulais vous donner des exemples de bonnes pratiques, y compris dans ce qu'on évoquait à travers, non pas le contrôle, mais le partage avec les familles là aussi, de ce cercle vertueux autour de l'enfant et de l'organisation. Les exemples, on a l'exemple du conseil de crèche, qui me semble être un excellent modèle, et c'est pour ça qu'on propose que ce conseil de crèche se fasse dans toutes les crèches. Aujourd'hui, il existe de manière, oui, à l'échelle de territoire, à l'échelle de 3 municipalités, peut-être pas la 4e. Donc, en fait, c'est tout à fait, en effet, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, cette équité, cette égalité sous une forme de politique un peu globale, elle n'est pas forcément portée. Par contre, ça existe. Ça existe de manière massive, hein, aujourd'hui, les conseillers de crèche. Et ça, je crois que c'est l'essentiel. Et moi, on l'a écrit comme ça. Après, je ne sais pas si ce sera porté de cette manière-là, mais nous, on le souhaite. On a écrit obligation pour tout le monde. Qu'on soit une petite structure ou une plus grande structure, qu'elle soit municipale, mais là, c'est moins le cas en municipal, quasi ils ont tous des conseils de crèche. Mais pour les crèches, et en particulier sur les crèches qui sont les petites crèches, les mini-crèches, les questions crèches parfois associatives, crèches évidemment privées, lucratives, le conseil de crèche n'existe pas partout, il y en a qui le font, pas beaucoup il me semble, en tout cas on n'a pas une vision globale, mais il est évident que si déjà on avait les parents dans ces conseils de crèche, avec un lien d'échange qui se fait sur les bonnes pratiques de la crèche, dans la structure coordonnée à l'échelle du territoire avec l'élu de secteur en général, franchement, je vous le dis, il y aurait certainement beaucoup moins de possibilités de passer à travers les mailles du contrôle, parce que le contrôle, il se fait aussi par le dialogue avec tout le monde, et de trouver des solutions ensemble. Donc moi, je crois en tout cas beaucoup à la vertu de ce conseil de crèche qui associe un ensemble d'acteurs dans la crèche, dans la structure pour l'enfant et ensuite à l'échelle du territoire avec les responsables de la PMI, les élus de secteur. Et là, je vous assure que le dialogue d'une île secret, il se fait et que s'il y a des remontées d'informations qui ne vont pas, vous pouvez déclencher tous les contrôles possibles et évidemment qui vont dans le bon sens. Sur le fait que dans notre rapport, il a été évoqué peu de rapports sur les crèches privées. En fait, je pense que dans ce rapport, on dit très clairement par une politique très renforcée dans de nombreux sujets que justement on répond
à cette difficulté que nous avons évidemment perçue et qui est écrite dans le rapport. Donc peut-être qu'à la lecture de vos yeux, elle n'a pas été assez rédigée. Mais en tout cas, pour nous, elle nous est apparue bien évidemment que quand on renforce le contrôle dans les structures par le personnel mieux formé, quand on dit qu'on ne peut pas déréglementer le secteur avec le surbooking dans les crèches, quand on dit très clairement qu'une crèche d'entreprise, qu'une crèche privée lucrative a un berceau réservé à entreprise, en attendant d'avoir cet enfant, en général, elle prend une famille de manière temporaire, contraire aux intérêts de l'enfant, bien évidemment, et à ses besoins fondamentaux, parce qu'au moment où l'entreprise dit j'ai besoin du berceau que j'avais réservé, le bébé, ça se trouve, ça ne fait que 3 mois qu'il est là, et on dit à la famille, vous n'avez plus la place, c'est l'entreprise, et donc un nouvel enfant qui aura la place. On l'interdit. Je veux dire, franchement, on a été très loin dans l'approche des problématiques et de la déréglementation. Donc je crois qu'avec les préconisations qu'on fait, on englobe l'ensemble de la politique petite enfance et les problèmes qui ont été posés, y compris ceux des crèches privées lucratives que vous avez cités. Donc du coup, je suis assez surprise, mais je peux l'entendre, parce que les lectures, évidemment, la communication fait que les lectures peuvent être différentes. Mais vraiment, on va très très loin dans nos préconisations sur ces sujets-là. Et croyez-moi que c'est pas si simple pour ceux qui vont le lire et qui vont se demander comment ils vont le mettre en place. Après, sur le label. Aujourd'hui, le label, je crois que c'est quelque chose qui serait, en tout cas, tout d'abord, il faudrait qu'il y ait un référentiel. Donc ça, je pense que c'est pas très difficile à faire parce que des labels, il y en a déjà. Nous-mêmes, moi, si je prends mon exemple, dans ma vie d'élu local, nous avions déjà des labels. Donc ils existent. Donc je crois que ces labels, comme ils existent, ça peut être rapide de faire un label, une forme de ce label qui deviendrait national. Et je pense que peut-être que la référence, ce sera aussi, en fait, ce service public de la petite enfance qu'on attend de manière nationale, de manière globale, ou alors il sera mis en place peut-être par les PMI si c'était autrement que c'est organisé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut une référence claire, identifiée pour ce label. Par contre, je suis certaine que ce label peut être mis en place très rapidement et qu'il permettrait non pas d'être donné à tout le monde, mais de rentrer bien dans les critères du label pour l'avoir. Je pense que là aussi, c'est une garantie pour les familles de quelque chose quand devant une crèche, vous avez un label qui ne vous a pas été donné juste comme ça pour faire joli devant la porte, mais qui indique des bonnes manières de travailler, d'accompagner les enfants, tant sur le bâti, on en parle souvent, mais aussi sur la qualité, bien évidemment, et sûrement de la prise en charge et de l'accompagnement de l'enfant dans ses besoins fondamentaux. Je crois que pour les parents, c'est quand même assez rassurant, ce genre de pratique. Donc voilà, c'est des choses qui ne demandent pas de révision législative et qui peuvent se faire. Et je crois que dans ce qu'on propose, il y a des choses qui relèvent du législatif, mais beaucoup peuvent se mettre en place d'ores et déjà. Et nous, vous nous avez posé tout à l'heure la question, mais ma collègue est partie. Nous avons rencontré la ministre hier. Nous lui avons fait part de nos préconisations. Et en fait, de toute façon, dans l'absolu, on l'auditionne, comme l'a dit Madame la Présidente, la semaine prochaine. Mais dans les auditions, nous l'avons rencontré hier pour lui parler de nos préconisations. Merci beaucoup. Si, à peu près, c'est tout bon. Moi, je trouve qu'il y a une des préconisations aussi qui va dans le sens d'arrêter cette marchandisation, c'est le fait qu'il y ait 2 effectifs minimum par établissement, qui est pour le secteur privé, mais qui vaut pour aussi, malheureusement, d'autres qu'on peut voir où il est assez facile de mettre une personne le matin à l'ouverture. Et je pense que ça serait une vraie révolution, que ce soit public ou privé. Madame Errand, vous vouliez, je crois, reprendre la parole. Oui, merci. Juste par rapport aux précisions, vous disiez sur les contrôles, ou en tout cas les conditions d'accueil. Là où il y a des disparités, alors après, je rencontrerai de nouveau les personnes que j'ai déjà rencontrées suite à votre rapport. C'est vraiment qu'est-ce qu'on attend d'un lieu d'accueil, en fait, et que ce soit bien carré et précis, et que les mêmes règles soient pour tout le monde les mêmes. C'est ça, en fait, qui est l'essentiel. Peut-être que les référentiels existent, en tout cas, la mise en œuvre
elle est complexe et beaucoup plus éloignée de ce qu'on pourrait imaginer comme étant idéal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens se parlent et les réseaux se parlent. Donc forcément, les parents échangent entre moi, j'ai droit à ça, toi, tu n'as pas droit à ça, moi, ma crèche est comme ça. Et voilà, vous voyez bien quels sont les échanges qu'on peut avoir. Moi, j'avais une question un peu plus précise sur les conseils de crèche. Là où je voulais revenir sur à quel étage, à quel niveau doit-il se tenir, pour les rencontres que j'ai pu avoir, et ayant été maire aussi d'une petite commune, moi j'avais créé le projet éducatif local. C'est aussi un lieu de débat interne à un conseil municipal. Et les crèches qui viennent sur un territoire, si elles sont privées ou si elles sont publiques, c'est pas tout à fait la même, puisque le maire, moi j'avais tout rendu public. Donc effectivement, le dialogue, vous l'avez en interne, puisque ce sont vos salariés et votre responsabilité. Là où vous avez une crèche qui vient s'installer sur votre territoire, qui est portée parfois par des entreprises, par effectivement un réseau de crèches, là où ça devient compliqué, c'est que l'élu, le maire, est au courant qu'il y a une ouverture, peut venir la visiter à l'ouverture, mais ne sait pas forcément ce qui s'y passe. Donc en fait, c'est comment est-ce que ce conseil de crèche, qui fonctionne, puisque moi j'ai rencontré aussi les parents qui sont très satisfaits, mais ça ne franchit pas la barre de la crèche. Est-ce que dans un projet éducatif local, est-ce que dans un dialogue avec les municipalités, et là je reviens à la question, il y a le congrès des maires qui arrive bientôt, est-ce que ce débat-là, est-ce que ces discussions-là vont être aussi à l'ordre du jour du congrès des maires qui arrive? Merci. Ouais. Monsieur Martinet. Pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je vous confirme, j'ai lu très attentivement ce rapport. J'ai fait ça tout à l'heure pendant ma pause déjeuner et c'était très instructif. Non, plus sérieusement, sur la question du privé lucratif, qu'on se comprenne bien, j'ai bien conscience que dans ce rapport, il y a toute une série de préconisations qui visent à davantage réguler le secteur et qui, de fait, vont impacter ceux qui tirent le plus sur la corde et donc vont impacter en priorité le privé lucratif. Donc ça, j'en ai conscience et c'est quelque chose qu'on partage. J'ai essayé de le dire rapidement dans mon précédent propos. Là où je dis que, on va dire, ça n'a pas été creusé, si j'utilise cette formule, c'est sur la spécificité du secteur privé lucratif, au moins sur deux choses, l'utilisation de l'argent public et la stratégie financière de ces groupes. Sur l'utilisation de l'argent public, Madame la Présidente Goulet, vous m'avez dit tout à l'heure, à la différence des EHPAD, il y a eu un rapport de l'IGAS qui fait que maintenant on sait. Alors, à mon tour de vous accuser de ne pas lire complètement les rapports, non, je plaisante, le rapport de l'IGAS, ce qu'il dit sur l'utilisation de l'argent public, c'est qu'on ne sait pas, justement. L'IGAS dit on ne sait pas comment est utilisé l'argent public. Ils pointent des stratégies, ils disent il y a des montages financiers à base de SCI, ça crée de l'opacité. Ils disent il y a des frais de siège payés par les établissements qui remontent au groupe, qu'on ne peut plus contrôler, on ne sait pas à quoi sert cet argent. Il y a de l'augmentation de la dotation aux amortissements, c'est une alerte sur comment utiliser l'argent public pour peut-être se constituer un patrimoine. Bref, le l'IGAS pointe toute une série d'alertes sur l'utilisation de l'argent public, alerte pour lequel je pense il y a besoin d'enquêter, d'où la demande de commission d'enquête. L'autre point, je disais, la spécificité du secteur privé lucratif qui n'a pas été creusée dans ce rapport. Et encore une fois, je pense que c'était impossible à faire dans les délais et avec le pouvoir d'une mission d'information. Les stratégies financières. Est-ce que vous avez auditionné Antin, Towerbrook, Infravia? Là, ceux que je viens de citer, c'est les fonds d'investissement qui pèsent les 2/3 des berceaux en crèche privée lucrative. Vous avez vu la Fédération française des entreprises de crèche, qui est le lobby des crèches privées. Donc, je ne doute pas une seule seconde que vous n'avez fait preuve d'aucune naïveté quand vous avez discuté avec eux. Ce n'est pas ça mon accusation. Mais je dis juste, vous avez discuté avec le lobby. Vous n'avez pas discuté avec les actionnaires et vous n'avez pas pu leur poser des questions comme par exemple, quelle est votre stratégie financière ? Quand vous avez racheté les petits chaperons rouges, Babylou, etc., quel est le niveau de rentabilité, de profitabilité que vous avez exigé? Quel est le pacte managérial, c'est comme ça qu'on appelle dans ce secteur, que vous avez fait avec les dirigeants au moment où vous êtes devenu actionnaire? Ça, c'est des questions qui sont essentielles parce que de ça découle tout le reste. Si en haut, vous avez un fonds d'investissement qui dit le niveau de profitabilité, ça doit être X%, en conséquence, et à la fin jusqu'au terrain sur qu'est-ce qu'on peut acheter, comment sont payés les professionnels, est-ce qu'elles sont assez nombreuses, ça a des conséquences qui sont délétères pour les enfants. Donc je pense que ces sujets-là,
il reste à creuser et il faut qu'on le fasse le plus vite possible parce que tant qu'on n'a pas fait la lumière sur ces stratégies financières qui potentiellement sont extrêmement défavorables à la qualité de l'accueil des jeunes enfants, tant qu'on n'a pas fait la lumière là-dessus, ça va continuer à perdurer. Donc je le dis vraiment pas en opposition avec vos rapports et vos préconisations, parce qu'encore une fois, je disais, les préconisations de régulation de l'ensemble du secteur, elles seront favorables. Mais il y a une question spécifique privée lucrative qui, je pense, n'a pas encore été traitée. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues, M. Martinet, vous faites effectivement le choix voilà, de la polémique et de la publicité sur ces crèches privées. Nous faisons le choix de l'action et de faire évoluer rapidement la situation, car comme vous l'avez indiqué, ce qui est proposé dans ce rapport résoudrait pas mal les choses. Une chose est sûre, nous sommes d'accord sur nos 2 accords et moi, en tout cas, j'espère faire évoluer très vite la situation avec les propositions qui sont dans ce rapport, qui résoudraient pas mal de choses et après, ils se débrouilleraient dans leur fond. Je vous laisse la parole. Je vais juste prendre la parole, et puis Isabelle, je suis sûre que tu as beaucoup de choses à dire aussi. Juste, on n'a pas auditionné que le lobby, comme vous l'appelez, la fédération. Je les connais depuis la PMI, vous vous rendez compte, et je savais à qui j'avais affaire. Mais les gens à qui on s'adresse changent, évoluent, et je voulais les réentendre, et également Isabelle, pour ce rapport-là. Et je vous assure que beaucoup de choses ont changé. J'avais les mêmes personnes pourtant devant moi, mais avec moins d'aplomb. J'en dirai pas plus. Ensuite, on s'est pas satisfait que de la Fédération française des établissements de crèche. On a auditionné les Babylou et les autres. Donc, on a auditionné les professionnels, les gestionnaires, et on l'a dit dans le rapport, et les professionnels qui travaillent au sein de ces crèches. Donc, ce que nous préconisons, ce que nous demandons, ce que nous obligeons même, puisque nous demandons obligatoirement que ça, comme disait Madame la Présidente, ça va impacter, et croyez-moi, que ça fait parler, comme on dit communément, dans les chaumières. Alors, c'est des crèches, mais croyez-moi que c'est efficace. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, au lendemain de ma mission pour les crèches, ou même avant de la commencer, pour pouvoir écouter les choses, les gens qui vous parlent, que vous écoutez, et eux vous écoutent. Alors évidemment, on n'est pas dupe suivant qui on est en face de soi, mais enfin, c'est l'effectivité d'un dialogue. Voilà, on ne parle pas toujours aux personnes qui sont d'accord avec vous, et encore heureux. Sinon, les choses n'avanceraient pas très vite. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas faire la révolution, comme j'ai dit au sortir de mon rapport sur les crèches. Il faut y aller. On a pris du retard, on le sait. Pour la PMI, c'était le même sujet. Enfin, le même sujet effectif de... voilà, il y a de la disparité territoriale, sans parler tout ce que je vous ai précité auparavant dans mes précédentes interventions. Ce qu'il faut, c'est y aller. On a la volonté d'y aller avec ma co-rapporteure Isabelle Santiago. On y va. Ça fait parler dans les chaumières, pas que chez les parents. Et les parents vont être contents. Moi, je vous le dis, les parents sont contents. Les professionnels qui encadrent toutes ces fédérations, qui œuvrent pour, sont contents, même avant de rentrer dans cette salle, au téléphone. On a lu vos préconisations, parce qu'on ne leur a pas tout donné en prémisse, et ils sont très contents. Et je vous assure que qu'on prenne toutes les crèches dans leur globalité, c'est vrai qu'il y a eu, l'actualité nous en a fait part, et fort heureusement, les dysfonctionnements, il y a eu une mort, il y a eu un mort d'un bébé, et ça, on s'en souvient tout le long, et on s'en souviendra encore, pas seulement parce qu'on a fait la mission, de ce bébé qui est décédé. Mais pour éviter qu'il y en ait d'autres, il faut mettre du contrôle à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on est... écoutez, c'est un rapport ou autant de contrôle dans un rapport. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup de rapports de ce type-là. Et franchement, moi, je suis très fière de l'avoir mené encore une fois avec Isabelle Santiago et sous les auspices
puisque c'était le bureau de cette délégation qui a décidé de cette mission. Je suis très, très fière de l'avoir menée, et comme je fais tout le temps, je vais jusqu'au bout, et croyez-moi, j'irai jusqu'au bout. Et les crèches privées, par leur mauvaise des fois pratique, elles ne sont pas toutes comme ça, vous le savez, aussi bien que moi. Et ça va faire encore parler dans les chaumières chez les investisseurs, comme vous les appelez, de ces crèches privées. Et eux aussi, ça leur fera prendre conscience qu'il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci Michel. Donc très rapidement sur les conseils de crèche. En fait, pour les élus locaux que nous sommes, avec de l'expérience, juste vous dire l'exemple, et c'est là que c'est ce que j'appelle des bonnes pratiques, c'est que quand vous avez dans vos structures, à l'échelle d'un territoire municipal, voire départemental, ce qui était mon cas, plus vous avez aussi des crèches privées associatives et crèches privées lucratives. En fait, l'idée, et c'est donc possible, c'est de mettre en place le conseil de crèche, comme je l'ai dit, dans chacune des crèches. Ça, c'est le fonctionnement, comme quand on est délégué de parents à l'école maternelle. Hein. Donc, voilà, on discute du sujet qui concerne la structure et l'ensemble de la pédagogie des enfants, etc. Ça, c'est très important. Ça se réunit 3 fois par an au minimum, et autant que de besoin concernant le parent délégué de la section, élu bien sûr, parce qu'on est élu chaque année, donc section bébé, section moyen, section grand, section âge mélangé si c'est le cas, voilà. Mais on a une représentation du parent qui est le lien et l'interlocuteur à l'intérieur de la structure. Quand le conseil de crèche se réunit sur proposition de l'adjoint, par délégation évidemment du maire ou par le maire, si on est sur des plus petites communes, il est évident que l'ensemble de ces conseils de crèche et ses représentants sont invités à y participer. Et souvent, par expérience là aussi, ça marche plutôt très bien quand la coordination, il y a toujours, en tout cas dans les grandes communes, au-dessus de 20 000 habitants, il y a souvent un coordinateur petite enfance municipal. Donc, toute l'année, en vue des commissions de l'obtention des places en crèche, en vue du travail avec la PMI, pour une visite à telle ou telle structure, tout le monde se connaît. Et tout le monde, y compris quand une crèche privée a laissé une famille en difficulté en lui disant le petit, là, je le gardais, mais je le garde plus à partir du mois prochain. Qu'est-ce qu'ils font? La famille vient évidemment voir l'élu de secteur ou le coordinateur petite enfance de la municipalité pour dire moi, je suis dans la mouise et surtout mon enfant, comment on fait? Donc, au-delà du fait que nous, on a centré sur les besoins fondamentaux des enfants et qu'il est inacceptable que ce genre de choses continue, et donc on veut le supprimer. Et croyez-moi que ça va faire quand même bouger. Parce qu'en termes de rentabilité, en effet, il n'y aura pas de rentabilité pour 3 mois sur le dos d'un bébé. Ça, c'est hors de question, en fait. Donc, du coup, forcément, tout ça est en lien. Et donc, il est tout à fait possible que ce conseil de crèche fonctionne à l'échelle du territoire, peu importe l'organisation et le privé, pas privé, etc. Donc, je crois que c'est l'usage de ces bonnes pratiques-là qui renforce, en tout cas, pour les collectivités à l'échelle de leur territoire, la puissance, en fait, publique, dans l'intérêt général et des concitoyens, bien sûr, des citoyens de la commune, d'avoir une référence forte en matière de petite enfance et de lieu de dialogue. Et ça, je crois que c'est aussi l'esprit. Pour le Congrès des maires, c'est une très, très bonne idée, mais personnellement, là, au moment où on se parle, j'ai pas. Mais si on est invité au Congrès des maires, je vous le dis tout de suite, on sera ravis d'aller échanger autour de ces sujets, parce que je crois qu'en fait, le lien doit se faire. Autant il faut une politique globale pour une visibilité globale de nos concitoyens français, avec ce que l'on veut pour la petite enfance. Ça devrait être quelque chose de connu et de lisible. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'après, ça s'irrigue dans les territoires, parce que chaque territoire a évidemment sa spécificité, et donc ça me semble important. Mais nous, on sera en tout cas, si ce n'est pas au Congrès des maires, je vous rassure qu'on va échanger, en tout cas, autour de ces questions. Et puis, le dernier point que mon collègue avait posé, il est clair que cette mission flash de 3 semaines,
elle ne s'est pas du tout centrée sur la stratégie financière des fonds de pension. Alors là, franchement, j'avoue, ça ne nous a pas traversé l'esprit parce que nous, on a répondu à une demande sur une mission flash qui est très claire de se positionner sur l'accueil des enfants dans les crèches suite au rapport de l'IGAS, dans le cadre, en plus, de nos territoires. Le regret qu'on a, c'est, en effet, on l'a dit, c'est que 3 semaines, c'est très court et un agenda très chargé fait qu'on n'a pas pu faire la partie outre-mer, qui est extrêmement, là aussi, nécessaire en termes de collectivité et comment on peut accueillir encore mieux les enfants. Et certainement qu'il y avait aussi des spécificités qu'on aurait pu mettre dans ce rapport. Donc ça, c'est notre regret parce que c'était que 3 semaines. Mais en effet, la question des fonds de pension n'a pas été abordée sous l'emprise sur laquelle vous le faites. Nous, par contre, on s'est positionné, et je l'ai dit, et j'ai redit pourquoi, sur les besoins des enfants, de la petite enfance, donc évidemment très prégnante, dans cette, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce positionnement très clair que l'on a pris, on fait plusieurs mesures qui, je vous le confirme, vraiment, et vous le savez d'ailleurs, sont intransigeantes pour le secteur du privé qui voudrait déroger aux règles que l'on va mettre en place et que l'on propose de mettre en place, parce que je vous disais, même sur le berceau réservataire, entre guillemets, en attendant l'attente d'entreprise qui vient avec le berceau, eh bien, il y a sacrément un paradigme de changement. Donc voilà, donc du coup, honnêtement, je crois que, comme toute mission de 3 semaines, je crois que c'est un énorme travail qu'on a fait et qui est une belle réalisation maintenant à mettre en œuvre. Merci Isabelle. Alors n'allez pas tous au Salon des maires la semaine du 21, 22, 23 novembre, parce que je vous rappelle que c'est également la semaine des droits de l'enfant. Et donc nous avons pas mal d'événements au niveau de la délégation. Vous avez reçu l'agenda, on compte sur vous. Notamment, on a un colloque sport où aujourd'hui on a du mal à le faire diffuser. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous pour qu'on ait du monde. Avant que vous partiez, on a une formalité administrative. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la publication de ce rapport ? Qui s'abstiennent? Bien, il est publié. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Et donc, rendez-vous mardi prochain. Vous pourrez interroger la ministre sur ce rapport et sur d'autres propositions que vous voudriez faire sur la petite enfance.